Donc vous devriez les voir. Oui, c'est bon. Bonjour à tous et, Bonjour. et bienvenue. Bienvenue à ce dernier webinaire avant les vacances de la taverne. Aujourd'hui, nous allons parler de tests de performance. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe. Philippe qui est chez Questit et qui est un expert test de performance, qui fait du test de performance depuis 20 ans. Et Guillaume, qui a travaillé chez Neoload et suite à ça a créé avec d'autres fondateurs l'outil Octoperf, donc qui est un outil spécialisé dans les tests de performance. Alors, petit rappel rapide sur la taverne avant de les laisser vous présenter ces tests de performance. Donc, sur le prochain slide, Guillaume. La taverne, blog francophone dédié aux tests logiciels, plus de 500 articles, 1000 vues en moyenne par jour depuis 2021. Une chaîne YouTube pour revoir tous nos webinaires. Des webinaires qui sont axés sur la curiosité, sujet innovant, sujet pas forcément très, très connu. C'est un lieu d'échange et tout cela n'est possible à taverne de manière gratuite, uniquement grâce aux sponsors. Ce sont Smart Testing, Certilog, Questit, All4Test et Testum. Et sur ce, je vais vous laisser avec Guillaume et Philippe. N'hésitez pas à poser vos questions. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe Boudard. Donc, en 2 mots, comme l'a dit Marc, donc, ça fait un petit peu plus de 20 ans que je suis dans le métier, dans l'écosystème de la performance applicative. J'avais démarré par la création de Scope Team, dont j'étais le cofondateur en 2001. Et puis ensuite, la société étant petite, j'étais consultant, certifié sur QAload, on n'utilise plus, LoadRunner, OpenSCA, l'ancêtre de JMeter, j'ai travaillé sur JMeter, Neoload, donc voilà, un parcours de consultant, puis beaucoup d'avant-vente, et je suis resté toujours en lien avec la technique. Aujourd'hui, je suis chez Questit et je porte un département qui tourne autour de la performance applicative et de la sécurité. Et je vais avoir le plaisir de vous faire une présentation sur les tests de performance. Alors, une présentation sur les tests de performance en 20-25 minutes, c'est un peu compliqué. Donc, je vais rester généraliste, évidemment. Hein. On va avoir des concepts généraux, le positionnement, la méthodologie, les différents types de tests, et puis les outils. Et on terminera par une présentation d'un des outils qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui sur le marché, Octoperf. Donc, les objectifs, pour faire rapide, Guillaume, tu peux avancer s'il te plaît. Voilà. Donc, les objectifs du test, au sens large, mesurer la qualité, mesurer la fiabilité, identifier les risques, avec, pour moi, 4 grands thèmes, puisqu'il fallait vraiment être avec une vue de très très haut, valider les fonctionnalités et l'utilisabilité. Là, on n'est plus sur les tests fonctionnels, tests métiers, et valider les performances et la sécurité. On n'est plus sur les tests techniques. L'idée, évidemment, comme toute mise en production d'une application pour des utilisateurs, eh bien, satisfaire les utilisateurs et puis garder l'image de l'application, l'image de l'entreprise, la crédibilité, et puis éviter les fameuses pertes financières qu'on a lorsque on ouvre un site et puis qu'on n'arrive pas à se connecter parce qu'on n'a pas de bonne performance ou parce que ça ne marche pas. Et donc, l'idée du test, c'est de s'acheter une assurance avant la mise en production des applications. Voilà pour le thème général. Donc maintenant, on va plonger vers la performance. Donc les tests de performance, contrairement aux tests fonctionnels, ce sont des tests techniques et ce sont des tests qui permettent, avant toute chose, de mesurer la performance d'une application en fonction de sa sollicitation et évidemment de le faire avant de livrer l'application aux utilisateurs. Donc très souvent, les tests de performance se font au moment de la pré-production, de l'intégration, en avance de phase. L'idée, c'est de mesurer ces temps de réponse et de corréler les temps de réponse avec le comportement des serveurs, le comportement de l'infra. Savoir que les temps de réponse se dégradent et ne sont pas bons, c'est déjà bien. Essayer de comprendre d'où ça vient, c'est encore mieux. Donc c'est là qu'arrive la corrélation avec les métriques techniques. Et la vraie valeur ajoutée, une fois qu'on a fait ça, c'est de corriger ou d'aider les clients à corriger. Donc les tests de performance, ça sert à ça. Donc mesurer dans des conditions réelles de charge, même si elles sont simulées, donc virtuelles, le comportement d'une architecture cible et la conformité du système au sens large
par rapport à un cahier des charges qui a été établi par le métier, par le projet, au départ, qui va dire, ben voilà, je dois me connecter en moins de 3 secondes, je dois passer d'une page à l'autre en moins d'une demi-seconde, je dois pouvoir commander un article et mettre au panier en moins de 2 secondes, et ainsi de suite. L'idée du test de performance, c'est également, puisqu'on est en train de mesurer des temps de réponse, d'identifier les limites de fonctionnement d'une infrastructure, pousser un petit peu le curseur, le potentiomètre, comme on dit, pour voir jusqu'où on peut aller, pour essayer d'identifier des maillons faibles. Et puis à nouveau, s'acheter une assurance avant la mise en production d'une application pour garantir le plus possible que ça se passera bien en termes de temps de réponse et de comportement d'infra pour la partie test de performance. Guillaume, tu peux passer. Jusqu'à il y a quelques années, on travaillait en cycle en V, et l'idée générale, qui est développée de plus en plus, notamment avec la partie agile qu'on va voir sur le slide d'après, c'était de pouvoir réaliser des tests de performance, des mesures de performance, le plus en amont possible. Lorsqu'on fait des tests de performance en pré-production et qu'on détecte un problème de performance majeur qui va survenir au travers de la simulation des utilisateurs, il est souvent un peu tard pour réagir. Et donc, l'idée, même lorsqu'on était en cycle en V, c'était de préparer les tests de performance en amont, initialiser la stratégie de test, les exigences de performance, et puis préparer les données, les scripts, et juste avant la mise en production, utiliser un outillage adéquat pour faire les tests de performance, en espérant qu'on allait encore avoir le temps, avant de livrer l'application aux utilisateurs, de faire les corrections. Maintenant, si on passe au slide suivant, Guillaume, on est dans un mode de fonctionnement dit agile, un petit peu différent, où les applications ne sont pas livrées d'un seul bloc qui nous obligeait à faire la recette puis les tests de performance de l'ensemble avant cette fameuse mise en production. Là, on développe par module, par sprint, et ce qui permet de travailler plus en amont. On appelle ça le mode shift left dans le vocabulaire des tests de performance et des tests automatisés, de détecter le plus en amont possible, composant par composant, brique par brique, les éventuels problèmes de performance, pas forcément sur une vraie charge, mais déjà petite charge ou à charge moyenne, et de les corriger au fil de l'eau. Donc on est dans la fameuse boucle infinie là qu'on voit de plus en plus souvent, où on développe, on intègre, on teste, on développe, on intègre, on teste, on déploie. Voilà. Donc cette brique, cette façon de faire dans la continuité, où on peut parler maintenant de tests de performance en continu, en même temps qu'on parle d'intégration continue, de déploiement continu. Et donc, les tests de performance se font maintenant dans ce cadre-là, juste après les phases de développement, et aussi, on ne l'oublie pas, en fonction de l'application, en fonction des risques qu'on a évalués, on peut aussi toujours réaliser un test en pré-production, dit de bout en bout, où on mesure cette fois-ci le ressenti qui va être perçu par les utilisateurs à partir de notre poste client, en testant toute l'infra et toute la chaîne applicative et SI. Un des principes de base de la méthodologie, c'est de savoir que les tests de performance, même si ce sont des tests techniques, c'est un travail d'équipe. C'est un travail où on va collaborer avec le projet, avec les experts techniques, et où nous, équipe performance, on va être là pour faire le lien et pour faire l'organisation et la stratégie de tout ce travail. Comme il y a une animation, Guillaume, je veux bien que tu appuies plusieurs, que tu fasses apparaître tout le slide, s'il te plaît. Donc l'équipe test de performance qui est à droite va gérer la méthodologie, le savoir-faire méthodologique, va maîtriser les outils qui vont permettre de faire les mesures de performance et de simuler les utilisateurs, va mettre en œuvre les tests, et puis une fois que les tests vont être joués, l'équipe va les analyser, faire des préconisations et puis restituer les résultats. Le travail se fait avec l'équipe projet. L'équipe projet, c'est l'équipe sachante. Un bon test de performance, c'est un test pour lequel on va travailler avec le client, avec l'équipe projet et les experts techniques du client, de façon à faire ressortir et mettre en avant les hypothèses métiers et aussi les tenants et aboutissants techniques. C'est le projet, c'est le métier qui va nous dire les transactions qu'il va falloir simuler, ce qu'il va falloir tester, parce que c'est là que les utilisateurs vont être en charge, en volume, ce sont ces transactions-là. Donc l'expression du besoin pour réaliser la stratégie de test et le test,
elle vient du métier. Faut vraiment jamais oublier le métier. À chaque fois que j'ai l'occasion de faire une présentation, je parle de ça. On fait des tests techniques, mais on a besoin vraiment du métier et du savoir-faire du métier. Et c'est aussi souvent l'équipe projet qui va nous mettre en contact avec les développeurs. Donc, dans le fameux mode plus agile, plus shift left, on va de plus en plus travailler avec les développeurs pour faire les tests. Et puis, évidemment, au milieu de tout ça, on a les experts techniques du client ou de l'équipe performance. On peut avoir certains experts techniques sur l'équipe performance. On les a jamais tous. Et là, on va voir avec eux qu'est-ce qu'il va falloir mesurer par expérience, quelles sont leurs différentes briques techniques, quels sont les différents composants. Et on va travailler ensemble sur le monitoring et sur l'analyse des métriques en fonction des goulets d'étranglement qu'on va voir et qu'on va visualiser grâce à l'outillage sur les temps de réponse. Toujours sur la partie méthodologique, on peut identifier 4 grandes phases qui sont valables, quels que soient les types de tests de performance qu'on fait. Je veux bien, Guillaume, pareil, que tu présentes tout, comme on est sur un webinaire, c'est plus simple d'afficher l'ensemble des étapes. Il y a l'étape de définition, dont j'ai parlé juste avant, sur laquelle j'ai insisté. Donc, définir les besoins, le plan de test et la stratégie de test avec le métier. Ça nous donne un document, un livrable, qui va nous permettre de suivre tout le projet. Ensuite, il y a la phase de préparation. On a identifié les scénarios métiers. Un des travaux qui va être réalisé par l'équipe test de performance, c'est la réalisation des scripts, la traduction en quelque sorte en un programme des différents scénarios métiers, la variabilisation de ces scripts. Variabiliser, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'un scénario qui va nous permettre, par exemple, d'aller commander un article sur un site marchand et de le mettre au panier, il va falloir qu'il soit joué par des dizaines ou des centaines d'utilisateurs. Et pour simuler la réalité, on va changer d'article à chaque fois, on va changer de couleur d'article, on va changer de taille d'article, on va changer de numéro de carte bleue. Donc ça, il va falloir le variabiliser, le rendre dynamique, de façon à avoir à travers un scénario des dizaines ou des centaines d'utilisateurs qui vont être simulés par l'outillage d'injection. Ensuite, on prépare le jeu de données. La problématique des données est hyper importante, structurante et hyper importante. Pour réaliser un bon test sur un grand nombre d'utilisateurs, il faut faire en sorte d'avoir déjà une volumétrie de données qui soit assez proche de celle qu'on aura en production, puisque aller chercher des données dans des tables vides, c'est quand même plus rapide, et ce n'est pas la réalité que d'aller les chercher dans des tables qui ont des centaines de milliers de lignes. Et puis également, pour pouvoir jouer nos scénarios et justement les dérouler pour un grand nombre d'utilisateurs, il faut que le client, le métier, nous donne des jeux de données qui vont nous permettre de ne pas rentrer dans des phénomènes de cache, des phénomènes qui vont faire que finalement, on ne va pas aller chercher les données, elles vont être sur notre injecteur. Donc un grand volume de données est important, une grande préparation sur ce thème qui parfois est oublié et qui pourtant est hyper important et prend beaucoup de temps. Et puis il faut la plateforme également. La plateforme, c'est l'application à tester, et puis c'est la plateforme pour les tests avec un contrôleur et des injecteurs. Et on reviendra on reviendra là-dessus juste après, et également avec la démo. Puis arrive la phase d'exécution, qu'on appelle nous les tirs. Donc on appuie sur le bouton et on lance l'injection de charge qui va monter les utilisateurs, qui va les faire travailler sur l'application, qui va exécuter réellement des transactions, qui va créer des données, modifier des données, supprimer des données. Et on va en même temps qu'on va lancer ce tir sur un temps d'1 heure, 2 heures, 3 heures, à voir en fonction de la stratégie de test, surveiller ce qui se passe, à la fois en termes de temps de réponse et à la fois en termes de métriques, en temps réel déjà, pour pouvoir interagir. Si vraiment d'un seul coup les temps de réponse de toute façon partent en live, eh bien on arrête le tir et puis on cherche. Et puis également, à la fin du tir, on aura une analyse plus à froid, où on regardera tranquillement quels sont les endroits qui donnent des goulets d'étranglement, avec des temps qui commencent à monter, et quels sont corrélés à cela les valeurs techniques, les valeurs des métriques qui vont expliquer ce dérèglement en quelque sorte de temps de réponse. Puis à la fin, donc ça c'est une étape qui est, comme représenté sur le slide, itérative. Donc on itère, on fait des montées en charge par palier. En fonction des problèmes qu'on a et qu'on règle, on recommence jusqu'à ce qu'on espère on ait des temps de réponse qui soient corrects, qui soient conformes à ce que le projet attendait ou à ce qu'on attendait. Ce qui n'est pas toujours possible, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas,
on fait un travail de tuning pendant les tirs. Et la dernière étape consiste bien à faire une restitution, à préparer un compte-rendu détaillé. On a pu faire des comptes rendus intermédiaires, ce qu'on appelle des flash reports pendant les tirs. Là, on fait un travail de synthèse, de collecte d'informations et un bilan où on préconise des modifications, celles qu'on n'a peut-être pas pu faire en temps réel, et puis également où on peut préconiser derrière des modifications à plus long terme, des changements d'infra ou des augmentations d'infra ou des choses comme ça. Philippe, j'ai une petite question, parce que tu dis qu'il faut, avec les tests, s'assurer qu'on arrive au niveau de conformité demandé. Comment, quand tu fais les tests, tu arrives à connaître ce niveau de conformité, sachant que ce n'est pas toujours dans les NFR? Alors, ça, c'est pas toujours simple. Ça fait partie du travail de préparation qu'on fait avec le métier et avec les experts techniques du client. Le métier, il a des attendus, ce que je disais tout à l'heure, une connexion en moins de 3 secondes, une navigation écran par écran en moins de 0,5 secondes, par exemple, une commande dans une mise en panier de 3 secondes, c'était les exemples que je prenais tout à l'heure, des requêtes en base de données, des selects, des inserts qui vont être aussi déterminés en centaines de millisecondes. Donc, quand le client connaît bien un peu son infra et son application, il va être capable de nous donner des inputs. Sinon, après, il va nous dire, ouais, je ne sais pas trop. Donc, nous, par expérience, comme on a fait beaucoup de tests de charge et de tir, on va pouvoir lui donner des pistes un peu, ça, à notre avis, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Mais c'est un travail qui n'est pas évident. Et des fois, on n'est pas forcément hyper précis, mais on attend une tendance. Quand on navigue en 3-4 secondes à chaque écran, ça ne va pas. Donc, on sait déjà que, a priori, le cerveau humain, au-delà d'une demi-seconde, voire d'une seconde, il va dire ça rame, quoi. Guillaume, tu passes au slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on arrive sur, ensuite, les différents types de tests de performance. Jusqu'à maintenant, j'étais sur les tests de charge, mais les tests de charge peuvent aussi se décliner. Donc là, je vais en décliner rapidement quelques-uns. Ce n'est pas exhaustif, mais voilà, pour les personnes qui sont là pour un petit peu découvrir ce qu'est le test de performance et ce que sont les tests de charge, ça donne déjà quelques idées. Donc on va dérouler le slide suivant, s'il te plaît, Guillaume. Donc le test de charge, ça consiste à monter en charge, c'est-à-dire connecter des utilisateurs jusqu'à une certaine valeur, qu'on appelle une valeur nominale, qui est la valeur que le client pense qu'il va atteindre. On va prendre un exemple, 100 utilisateurs sur son application. Donc, on va aller connecter ces utilisateurs et on va les faire travailler sur les scénarios qu'on a définis avec le métier, ce que j'expliquais jusqu'à maintenant. Pendant un certain temps, une phase de plateau. Moi, j'aime bien faire des tirs d'1 heure ou de 2 heures maximum. Et l'idée, c'est de s'assurer que pendant ce temps, lorsque tous les utilisateurs vont travailler, vont itérer, on va avoir des temps de réponse qui vont être attendus, ceux attendus, et qui vont également être stables. Parce qu'on peut très bien déjà, sur des temps courts d'1 heure ou de 2 heures, avoir des temps de réponse qui, en fonction de la charge et de certains composants techniques qui commencent à s'engorger, vont augmenter 1 seconde, 1 seconde 2, 1 seconde 3, 1 seconde 5, 2 secondes. Et là, c'est quelque chose qu'on va surveiller sur le test de charge à valeur nominale. On mesure les temps de réponse et on regarde ce qui se passe sur le comportement des différents composants techniques et on dit c'est bon ou c'est pas bon. Donc ça, c'est le test de charge. Quand on est sur une phase test de charge et qu'on a, si tu veux bien passer au slide suivant, Guillaume, et qu'on a l'outillage pour faire les tests, on a fait nos tests nominaux, bon, ça se passe plutôt bien, on est content, on a fait 2-3 modifications, et là, le client nous dit, OK, maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui se passe sur une phase de stress. J'ouvre mes ventes privées le lundi matin à 9 h et en une demi-heure de temps ou 20 minutes de temps, les gens, ils arrivent, ils prennent leur café, ils vont voir ce qu'il y a aujourd'hui. Et j'ai des centaines d'utilisateurs qui arrivent. Donc, je vais stresser mon système. L'idée du stress test, du test de stress, c'est de dire, OK, sur ce temps très court où il y a une très grosse activité, est-ce que le niveau de dégradation, qui va être temporaire, est acceptable ou pas? Et s'il n'est pas acceptable, d'où vient-il? Test de stress. Une déclinaison de ce test-là, c'est le test aux limites, c'est-à-dire de se dire, OK, je vais avoir du stress, mais j'aimerais bien voir, en allant tout au bout de ce que je peux voir, je vais monter à 200, à 300, à 500 utilisateurs de façon linéaire. Je veux voir quel est le composant qui va lâcher en premier, quel est le composant qui est limite, qui va saturer plus vite que les autres dans mon infrastructure. Et donc, je ne regarde plus les temps de réponse, je monte en charge au-delà du nominal, évidemment, et j'essaye de détecter là où le bas va blesser, quel est le composant qui va me lâcher, est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que c'est pas tout de suite, pour pouvoir anticiper
éventuellement justement des moments où qu'on n'a pas prévu, où on a eu beaucoup plus d'utilisateurs que ce qu'on pensait. On pensait avoir une vente privée avec 1000 connexions, ben on en a 10 000. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux préparer pour ce type d'événement? On a également deux autres types de tests qui sont sur le slide suivant. Les tests d'endurance et les tests de robustesse. Le test d'endurance, ça consiste à prendre une bonne charge, nominale ou pas loin de la nominale, dans ma vision à moi. Au lieu de faire un tir sur 1 heure ou 2 heures, de faire un tir, donc des utilisateurs qui travaillent pendant une phase longue, 24 heures, 48 heures, 72 heures. C'est utile sur certaines technos, bon, on parle beaucoup de Java dans ce cas-là, en fonction des codes et des studios de développement, parce que de temps en temps, sur 1 heure ou 2 heures de temps, on ne voit pas vraiment qu'il y a une dégradation qui va arriver. Et quand on a des clients qui nous disent au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, je suis obligé de rebooter, le temps de réponse se dégrade, etc. Voilà, il aurait fallu faire un test d'endurance pour anticiper et mesurer finement les endroits et les composants où ça s'engorge, mais petit à petit, de façon insidieuse, et qu'on ne voit pas sur un temps court. Donc un test d'endurance, c'est ça. Un test de robustesse, c'est dire, à un moment donné, je vais avoir un problème électrique, un problème, un serveur qui va prendre feu, j'ai quelque chose, j'ai un composant qui va s'éteindre. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je peux accepter d'avoir des dégradations de performance. En revanche, ce que je ne souhaite pas, c'est perdre des utilisateurs, c'est perdre des clients, c'est perdre des commandes. Donc je simule avec mon outillage des composants qui nous lâchent et je vérifie que malgré ça, je ne perds rien, même si j'accepte à nouveau des SLA, donc des temps attendus qui se dégradent. Mais là, on est dans une phase dégradée, on sait l'expliquer, mais il faut le gérer. Et le gérer, c'est préparer les tests par des tests de robustesse. Donc, maintenant, on va passer à quelques principes. Le principe en fait de ces tests-là, contrairement à des tests fonctionnels qui consistent à utiliser l'application plutôt sur les couches hautes à travers une interface utilisateur finale, le principe là, c'est de se baser sur une capture protocolaire, une capture de flux entre un poste client et une infra, ou entre deux composants quand on fait des tests d'API, et de pouvoir générer des scripts à ce niveau-là, qui vont nous permettre de variabiliser, donc finalement de voir le code et de changer dynamiquement les valeurs qu'on va vouloir changer de façon à jouer les scripts et les scénarios pour des utilisateurs différents avec des données différentes à chaque fois. Et également, pour pouvoir simuler des dizaines ou des centaines d'utilisateurs et donc de postes clients finalement, avoir des contextes qui soient assez légers à travers une technologie de multithreading, avoir un utilisateur par thread, par exemple, pour pouvoir simuler 100, 200, 300 parfois, des fois au-delà même, utilisateurs à travers un injecteur. Et pour prendre un exemple, monter en charge à 500 utilisateurs avec 2 machines. Donc voilà, c'est le principe. On se base sur les couches basses et on regarde tout ce qui se passe et on variabilise, on rend dynamique tout ce qui se passe. Les outils d'aujourd'hui et les technologies d'aujourd'hui le permettent dans la majorité des cas, 90, 95, 98% des cas. De temps en temps, ce n'est pas possible. Alors, l'idée de ce webinaire, ce n'est pas de rentrer dans ce cas de figure, mais juste, quand on est dans ce cas-là, on peut prendre un outil qui est moins spécialisé, qui va nous permettre de faire un scénario sur des couches hautes, des couches DOM, des couches utilisateurs, mais là, on ne pourra pas injecter une charge forte parce qu'il va nous falloir des batteries d'injecteurs, ça va être compliqué à synchroniser, etc. C'est un sujet à part. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur des principes qui sont différents du test fonctionnel et qu'on est sur des couches basses, proches du développement. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc le principe, c'est ce que j'expliquais là. À nouveau, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. On fait une capture de flux, on est sur le poste client, on a une sorte de sniffer, on fait une capture de flux, ça nous donne un script, un programme, on voit le code, on modifie le code, on le variabilise, on le rend dynamique, puis on l'injecte. On l'injecte un peu comme si on était au niveau du réseau, et à travers un ou des injecteurs, on lance une charge sur les différents serveurs web, serveurs d'application, serveurs de données, et on mesure ce qu'on voit à gauche, pas très bien, mais ce qu'on voit à gauche des temps de réponse, et on mesure ce qu'on voit à droite, des comportements de CPU, de mémoire, de bande passante, etc. Et le travail du testeur, souvent le travail du plus senior, du gars qui est expérimenté, ou de la fille qui est expérimentée, c'est justement avec tous ces outils-là, de détecter là où ça ne va pas et de le corriger. Slide suivant, Guillaume.
Alors, sur ce slide-là, j'ai mis quelques protocoles qui sont les protocoles qu'on retrouve le plus souvent dans les tests qu'on fait. Donc, beaucoup de protocoles récents, tout ce qui tourne autour des applications web, dernière version, de tout ce qui est API, web service, microservices, GWT, même s'il y en a peut-être un petit peu moins, SAP aussi, encore du Citrix, on est sur des technos un peu plus anciennes, mais on a encore régulièrement des tests Citrix, de l'Oracle Forms, d'autres choses, voilà. Et donc, pour pouvoir travailler avec toutes ces technologies, tous ces protocoles, pouvoir réaliser les tests de montée en charge et les tests de performance sur toutes ces technos, il faut des outils. Et donc, c'est le passage pour moi sur le slide suivant qui est les outils. C'est pas simple de faire un slide sur les outils, il y en a beaucoup. Je me suis cantonné à ceux que, personnellement, hein, il pourrait y avoir d'autres intervenants qui citeraient d'autres outils. Moi, c'est plutôt ceux que je vois le plus depuis quelques années, que j'ai découpés en deux, les outils open source et les outils payants. À gauche, donc, les outils open source, donc j'en ai sélectionné deux. JMeter, qu'on voit vraiment très, très, très régulièrement. En tout cas, moi, je les vois souvent. Beaucoup dans les milieux dans le domaine public, voilà, parce qu'ils sont gratuits. Gatling, qui est un outil qu'on commence à rencontrer pas mal depuis quelques années, qui est plus un outil de développeur à la base, hein, même s'il a aussi une interface qui permet de faire de la capture. Je dis développeur parce que j'ai essayé de l'utiliser. Je suis pas développeur. Moi, j'ai trouvé que c'était pas facile. En revanche, quand je discute avec des développeurs, vraiment, ils s'y retrouvent parce que c'est la façon de faire du code qu'on retrouve dans cet outil. Donc, j'ai pas forcément de religion par rapport à ça. C'est les deux qu'on trouve. À savoir, Gatling a aussi une version premium, donc une version payante, qui propose des fonctionnalités un peu plus élevées que la version gratuite. Mais je le classe quand même dans les open source parce qu'on peut faire énormément de choses avec. Puis les outils payants, donc Neoload, Octoperf, LoadRunner, BlazeMeter, je le vois un peu moins, mais voilà, ce sont les outils que j'ai retenus. Grosse maille, LoadRunner, hein, ceux qui sont du métier le connaissent depuis très très longtemps. Il y a eu une très grosse part de marché pendant très longtemps. Maintenant, le marché s'est un petit peu redistribué. Il y a Neoload, il y a eu et il y a Neoload qui a pris des parts de marché importantes aussi. Et Octoperf, qu'on rencontre de plus en plus souvent. C'est aussi pour ça qu'on fait le webinaire avec Guillaume et avec l'équipe Octoperf. Il vous expliquait. C'est un socle JMeter, mais ils ont fait beaucoup de choses par-dessus qui permettent de faciliter la vie des testeurs sur la partie scripting et puis sur la partie également collecte de métriques et puis reporting, dashboard. Donc voilà pour les outils. Il y en a d'autres, hein, voilà. Mais ce sont les principaux. On pourrait faire tout un webinaire que sur les outils. Le dernier slide, je crois, et après je passe la main à la démo. Donc vas-y. Donc là, il y a une animation aussi. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, je le synthétise un peu sur ce slide. On voit à droite une infra et on voit une plateforme d'injection à gauche et puis un petit peu à droite aussi, entre les deux. On a un contrôleur qui permet de piloter le test de montée en charge. Il est soit chez le client, soit sur le cloud, donc sur des versions on-premise ou sur des versions SaaS, peu importe. On a des injecteurs, j'en ai représenté que deux, on peut en avoir plus, qui sont des machines Windows, des machines Linux, par exemple. Et on a nos scénarios, donc nos scripts, nos jeux de données. Et le contrôleur va dire, on envoie les 100 utilisateurs répartis sur 2 injecteurs et sur 5 scripts, et on envoie la charge. Donc les utilisateurs se connectent, travaillent. Je crois qu'il y a encore tu peux appuyer encore une fois, Guillaume, s'il te plaît. Pardon. Voilà. Et le contrôleur va contrôler tout ça, piloter tout ça, c'est un chef d'orchestre, va collecter les temps de réponse, va les collecter globalement sur le scénario, va les collecter très finement en fonction de la façon dont on aura paramétré notre script, la phase de connexion, la phase de navigation, la phase de commande, la requête qui va nous retourner telle valeur quand on aura demandé tel select, et ainsi de suite. Et également les métriques qui sont représentées par les petites flèches de monitoring. Ça veut dire que sur chacun des composants techniques, on va collecter les métriques et faire ce fameux travail de corrélation entre les temps de réponse et les métriques pour pouvoir donner notre avis et valider ou pas les temps de réponse, corriger ou pas certains paramétrages de composants, et ainsi de suite. Et puis derrière, produire le rapport et produire les dashboards. Donc, bon. Voilà pour ma partie. Je passe la main à Guillaume pour la démonstration.
Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour éventuellement les questions et la conclusion. Alors, merci beaucoup, Philippe, pour cette très intéressante intro sur le test de performance. Moi, je vais reprendre derrière et je vais repartir un peu de ce que tu disais sur les outils. Parce qu'en réalité, Octoperf, ça partait d'un constat. Comme l'a dit Marc, la plupart d'entre nous, on était employés chez Neotis à l'époque. Et en fait, on avait une espèce de frustration d'avoir d'un côté ces outils open source qui sont très intéressants et d'avoir des outils payants qui peuvent aussi être très chers et de pas retrouver en fait un compromis qui pourrait être intéressant. Et c'était vraiment l'idée d'Octoperf, c'était de partir d'un outil open source tel que JMeter, qui est une très bonne base de travail, mais comme beaucoup d'outils open source, qui est difficile à mettre en place, qui peut avoir des complexités pour l'analyse des résultats. Donc le principe, c'était de prendre cet outil et de le porter dans un navigateur, dans une interface web qu'on va voir ensemble, et de pouvoir l'utiliser à la limite sans même savoir que c'est JMeter qui tourne derrière. Et pour autant, en permettant aussi aux utilisateurs de JMeter de continuer à l'utiliser. Alors, il faut savoir qu'Octoperf, c'est une équipe complètement française. On travaille avec des clients dans le monde entier, mais le produit a été développé en France et ça fait 8 ans qu'on a commencé à le développer. Hem, petite info avant de continuer sur les fonctionnalités, mais on va revoir tout ça dans le produit, hein. On l'a dit, mais Octoperf est vraiment basé sur JMeter et on dit qu'on a une interface qui permet de ne pas faire de code. En réalité, on est plutôt sur un outil, comme on dirait, low code, c'est-à-dire qu'on peut coder des choses si besoin, comme dans JMeter, mais on va plutôt inciter à utiliser l'interface. Et donc, on est sur un outil dans un navigateur, donc dans une interface web avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire qu'on n'a rien à installer sur les postes utilisateurs, qui est un point qui est très apprécié de nos clients. Et on va faire la démonstration sur la version SaaS d'Octoperf, mais il est aussi possible de l'installer dans son réseau, chez soi, et de travailler en interne, comme certains de nos clients dans le domaine bancaire ou autre. Vous imaginez bien que les contraintes font qu'ils ne vont pas utiliser une plateforme publique. Bref, sans plus perdre de temps, je vais repasser sur le navigateur et on va aller dans Octoperf. Alors dans Octoperf, on va commencer évidemment par se loguer dans la plateforme. Et la première chose que je vais faire, c'est de créer un nouveau projet. L'idée de créer un nouveau projet ici, c'est de repartir ensemble de zéro. Je vais lui donner un nom très classique. On va l'appeler démo comme tous les autres. On le voit, il est marqué donc sur la première ligne. Et quand on arrive sur un projet vide dans Octoperf, on va avoir comme première étape de créer des scripts qu'on va appeler des utilisateurs virtuels, qui seront ceux qu'on va exécuter par la suite en masse vers l'application. Alors le choix qu'on a fait, c'est de s'intégrer avec beaucoup d'outils du marché. Donc on a parlé évidemment de JMeter, donc je ne vais pas y revenir, mais évidemment qu'on peut supporter l'import de JMeter, incluant tous les plugins. Mais on peut aussi démarrer depuis une collection Postman. Donc quand on teste une API, très probablement que l'API est déjà testée fonctionnellement avec Postman. Donc on peut reprendre ça. On peut aussi faire ce qu'on appelle le HAR record. En fait, le HAR, c'est un format standard pour stocker des requêtes HTTP. Donc, quand on fait la capture dont parlait Philippe au niveau, vous vous souvenez du protocole, hein, on va intercepter les appels, eh bien, on peut demander au navigateur d'intercepter les appels. Tous les navigateurs le font. Du coup, pour vous montrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un Firefox que j'ai ici, en navigation privée. Comme ça, je n'ai pas de cookies, pas de cache. Et en fait, on va juste utiliser les outils dev standards de Firefox. Vous voyez, onglet réseau. J'ai changé une seule chose, c'est que je lui demande de garder le log quand on navigue dans l'application. Parce qu'autrement, il ne garde que la dernière page. À part ça, il n'y a aucune customisation sur ce Firefox, c'est un Firefox par défaut. Et donc ensuite, je fais une capture relativement simple sur une appli très très basique, un Web Store. Un Web Store, tout ce qu'il y a de plus simple, on va faire un login, un ajout panier, et on va pouvoir travailler sur ce script par la suite. Donc vous voyez, au fur et à mesure que je navigue dans l'application, sur la partie droite, on voit les appels qui sont capturés. Et à tout moment, on pourra faire un clic droit et l'exporter. Donc comme je le disais, je vais faire un ajout panier. On peut même faire le tunnel d'achat au complet. Ouais, si je clique un peu vite, bon, c'est pas extrêmement intéressant, mais allez, on confirme notre achat. Voilà. On a un message d'ailleurs de confirmation en haut. Pour terminer, je sauve tout ça au format HAR. Donc on va le sauvegarder, bon, pourquoi pas sur le bureau. Je vais revenir dans Octoperf. Et donc dans Octoperf, on va rester donc sur Firefox, mais on aurait pu choisir n'importe lequel des autres, incluant des outils de proxy. Et sur l'écran suivant, je vais choisir le fichier HAR
que j'avais mis sur mon bureau. Donc on le retrouve, voilà, ici. On va voir, une fois qu'on l'a choisi, de toute façon, qu'il est horodaté, hein. Vous voyez, 12h35. Tout ça pour dire qu'on n'a pas fait de substitution, c'est bien le même. Et donc, on a créé un virtual user qui a le nom de ce HAR. Et si on clique dessus, on va pouvoir l'éditer. Et c'est là où on va retrouver pas mal de possibilités. Donc déjà, on retrouve un arbre ici avec l'intégralité des requêtes qu'on a capturées. On va pouvoir renommer ces conteneurs ici, qui sont en fait des groupes de transactions, pour dire, tiens, par exemple, la première, c'était la pré-home, la deuxième, c'était la home page, etc., etc. Vous voyez, ça rend les choses plus lisibles dans cet arbre. Alors, je ne vais pas toutes les faire, hein, vous voyez l'idée. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que quand bien même on est dans un navigateur, on va pouvoir avoir des interactions fortes avec cet arbre. Par exemple, ici, je pourrais ajouter une nouvelle transaction. Je vais l'ajouter ici. Et vous voyez, je peux faire un shift-click pour déplacer un groupe de requêtes à l'intérieur pour réorganiser. Pardon, il s'agirait encore que j'arrive à cliquer correctement, tant pour moi. Voilà, vous voyez, j'ai déplacé toutes ces requêtes à l'intérieur. Et donc tout ça pour dire que même si on est dans un navigateur, on a les mêmes possibilités que si on était dans un client lourd. On va pouvoir faire la sélection multiple, du déplacement, utiliser les interactions avec le menu clic droit, et donc travailler sur ces utilisateurs de cette manière-là. Une chose que j'aime bien faire pour une première interaction simple, c'est, vous voyez, j'ai ouvert le panneau de recherche en bas, et ça me permet de rechercher le login que j'avais utilisé. Si vous vous souvenez, c'était J2EE ici. On voit que la recherche me trouve une requête qu'il utilise, et je vais pouvoir ouvrir cette requête dans le panneau principal. On va d'ailleurs fermer la recherche pour avoir plus de place. On voit dans l'arbre qu'on se situe sur cette requête-là. Il s'agit d'une requête post. On le voit en orange ici. On a un certain nombre de headers de requêtes. On va surtout quand même s'intéresser, nous, au corps de la requête, où on retrouve effectivement, vous voyez, le login et le mot de passe. Donc, une chose qu'on peut faire en partant de là, c'est de se dire, comme on le mentionnait Philippe, c'est d'utiliser des jeux de données au lieu d'utiliser tout le temps les mêmes données, parce qu'on risquerait d'avoir des effets de cache ou des choses peu réalistes si on utilise tout le temps les mêmes données. Donc, on va pouvoir aller dans les variables, et dans les variables, ici, créer une variable de type CSV, qui est une liste de données. On en a d'autres, mais on va surtout faire du CSV aujourd'hui. Le principe étant d'uploader un fichier CSV. Alors, j'en ai un, ici dans ce dossier. Voilà, j'ai un CSV déjà préparé avec une liste de login pour le Pet Store. On va l'uploader. Et ce que je remarque, c'est que le cas d'usage qui m'est donné ici avec les noms de variables, c'est user1 et pass, ce qui est un peu bizarre. En fait, si on descend, qu'on regarde, on voit que user1 et pass, c'est la première ligne. En fait, on prend la première ligne comme nommage par défaut, mais la première ligne dans ce fichier, c'est une valeur. Donc à la place, vous voyez, je vais rentrer des noms, login et password. Et là, il me dit que le cas d'usage, c'est d'utiliser login, password. Donc on va plutôt partir là-dessus. Maintenant qu'on a créé cette variable, je peux revenir en utilisant le breadcrumbs en haut, revenir sur l'utilisateur en question. Je me souviens que c'était dans le conteneur 4 ici, mais on pourrait refaire la recherche si jamais. Dans tous les cas, pour utiliser ces variables, on va pouvoir utiliser soit l'autocomplétion, qui apparaît dès qu'on rentre $accolade, et là on retrouve login et password, soit plutôt ouvrir le panneau d'autocomplétion à droite où on retrouve la liste de nos variables et aussi toutes les fonctions à notre disposition. Si par exemple on veut générer une date courante ou si on veut faire des calculs sur des valeurs, on va pouvoir le faire avec des fonctions. Bon, dans mon cas, je vais m'en tenir à mon login mot de passe et je vais refermer le panneau après l'avoir copié. Voilà. Donc maintenant, au rejeu, on s'attend à utiliser un login mot de passe différent. Du coup, en termes de rejeu, avant de passer à un test de charge, ce qui est intéressant, c'est de faire un test déjà qu'on va appeler unitaire ou qu'on appelle une validation. L'idée étant qu'on lance un seul utilisateur, mais je vais le lancer 3 fois d'affilée. Vous voyez ici, c'est pour ça que je change cette valeur-là. On va voir pourquoi dans quelques secondes. Et donc en faisant ce run, on va s'occuper de fournir l'infrastructure pour exécuter ce test, puisque tout se passe dans le cloud. Donc j'ai choisi la zone Paris qui était la zone par défaut. Vous pouvez évidemment installer vos propres injecteurs, mais vous pouvez aussi, on verra au moment du test, distribuer le test sur des zones cloud, des zones que vous avez en on-premise. Et ça va être une des forces notamment d'Octoperf par rapport à JMeter, c'est d'automatiser cette exécution, ce démarrage de machine. Et au final, si on regarde les logs, donc évidemment on voit que voilà, le test vient de se finir, ce qui veut dire que dans quelques secondes, on va avoir accès voilà, au log JMeter. Donc si vous êtes familier de JMeter, vous retrouvez les mêmes informations avec le détail ici de ce qui s'est passé. Mais surtout, vous avez peut-être remarqué que dans l'arbre, on a vu apparaître ici des points de couleur
qui nous disent, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, ce favicon, qui est une image, hein, qui est l'image qu'on a dans les headers, dans le navigateur ici. Et en fait, cette image-là, si on regarde, vous voyez, j'ai ouvert l'onglet de debug. Si on regarde la comparaison entre le recorded en orange et la validation numéro 1 en vert, on voit que les 2 sont en 404, donc l'image n'a pas été trouvée. Donc effectivement, nous, on l'a mis en rouge puisqu'on a, vous voyez, 100 d'erreurs. Sur mes 3 rejeux, ils ont tous échoué avec a priori la même erreur, hein, une 404. En fait, c'est simplement que cette image n'existe pas. Ce n'est pas une erreur critique, les navigateurs l'ignorent très bien, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la désactiver et on ne va pas plus s'en préoccuper. Par contre, ce qui est un peu plus intéressant, c'est, vous voyez, cette requête où on est à 2 sur 3. On a eu 2 erreurs, on a eu 2, pardon, 2 passages corrects sur nos 3 passages. Si on regarde, là aussi dans l'onglet debug, on peut regarder, déjà le détail de ce qui a été envoyé. On voit qu'entre l'enregistrement, donc ce qu'on a fait dans Firefox tout à l'heure, et le rejeu, on a un nouveau cookie de session, donc ça a été géré automatiquement. Dans le corps de la requête, vous voyez, on est passé de J2E à user1 et le mot de passe aussi a été changé, donc ça a bien été géré. Et pour ce qui est de la réponse, on constate qu'on a le même code réponse, donc a priori OK. En réalité, quand on va dans le détail de la 3e validation, on voit que c'est celle-ci qui a échoué avec un code différent. Alors c'est pas un code qui est nécessairement, qui signifie une erreur, mais pour autant, il faut se méfier des changements de code réponse. C'est pour ça qu'on l'a marqué comme problématique. Si on l'ouvre dans un nouvel onglet, en fait, on constate qu'on a un problème de login mot de passe. L'explication, c'est que dans mon fichier de jeu de données, j'ai quelques logins mot de passe incorrects, ce qui me permet, vous voyez, d'avoir des choses à analyser pendant la démo. Alors ce que je vais faire pour aller juste un cran plus loin, c'est d'ajouter un contrôle sur ce code parce que on est sur un code qui n'est pas vraiment une erreur, un code 200. Par contre, vous voyez, j'ai ajouté une assertion en dessous de cette requête. Ce que je vais faire avec cette assertion, c'est lui dire: «Attention, je ne veux pas avoir ce message, invalid username or password». Donc pour ne pas avoir ce message, je vais faire un contrôle négatif sur la présence de ce message. Donc je ne veux pas avoir ce message dans la réponse. On va lui donner un nom, comme ça il va arrêter de se plaindre et on va regarder dans l'onglet debug où là, on a encore une fois, vous voyez, une évaluation dans cet onglet de ce qu'on est en train de faire. Là, elle est OK sur le recorded. Elle est OK sur les validations 1 et même 2. Par contre, la 3e échoue, comme on s'y attend, puisqu'on veut que cette assertion ou ce contrôle qu'on vient de placer remonte une erreur si le login est incorrect. Bon, évidemment, on devrait corriger notre jeu de données, hein, mais je vais le laisser tel quel, ça nous donnera des choses à analyser pendant le test. Et justement, en termes de test, avant de passer à l'exécution, je voudrais dire un certain nombre de choses. C'est que déjà, l'utilisateur qu'on a créé ici, donc on l'a créé depuis un HR, mais on aurait pu l'importer depuis JMeter avec les mêmes résultats. Je vais en profiter, moi, pour le renommer ici. Ce sera un peu plus lisible dans les résultats d'avoir un nom, vous voyez, qui soit moins à rallonge. Mais surtout, on va pouvoir le télécharger au format JMeter. Et ça, c'est un des points qui sont importants pour nous, c'est de dire, bon, si vous êtes utilisateur d'open source, à tout moment, vous pouvez faire l'aller et le retour depuis et vers l'open source dans Octoperf. Donc il n'y a pas de verrouillage de ce côté-là. En termes d'exécution, on va créer ensemble un runtime scénario, donc un scénario d'exécution. On va le configurer. Ce que je voulais mentionner auparavant, c'est qu'on va aussi pouvoir planifier ces scénarios une fois qu'ils existent pour qu'ils s'exécutent à une heure donnée dans la nuit ou à une date fixe, intervalle régulier. Et on peut aussi les exécuter depuis des chaînes d'intégration continue ou tout simplement, alors, au travers de nos plugins pardon, pour les outils de CI, ou tout simplement en utilisant l'API, parce qu'en fait, tout ce que je fais, vous aurez noté que je suis dans une interface web. Donc en fait, ce que je fais, ça génère des appels à l'API d'Octoperf. Donc on pourrait directement appeler cette API. Dans tous les cas, on a un scénario ici par défaut avec un groupe d'utilisateurs. Et ce groupe d'utilisateurs monte de 0 à 10 utilisateurs concurrents. Ce qu'on va voir, c'est qu'on peut éditer ce plan de charge et dire, tiens, au lieu de 10 utilisateurs ou de simplement monter de 0 à 10, je vais pouvoir mettre des montées, des redescentes. Vous voyez, vraiment le configurer comme vous attendez exactement comme vous le souhaitez, pour avoir une charge qui peut varier au fil du temps. On va pouvoir éditer avec le tableau aussi en dessous du graphique où on a les coordonnées de chaque point. Mais surtout, si on clique sur transformer, on va retrouver dans cet outil de transformation des possibilités de repartir d'une courbe standard. Par exemple, ici, lancer 50 utilisateurs sur une montée, un plateau et une redescente.
avec un pourcentage de montée et de redescente. C'est un type de charge très classique, hein, qui permet du coup d'avoir une période de stabilité, une période stable qui soit assez grande pour permettre d'avoir le temps d'analyser les métriques. Mais évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Avant de passer à l'exécution, moi, il y a une chose que je voudrais faire, c'est de dupliquer ce groupe. Comme ça, vous voyez, on a un second groupe, alors qui est évidemment identique dans un premier temps. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'au lieu de le lancer depuis Paris, on va le lancer depuis une autre zone cloud. En fait, le pet store que j'ai capturé tout à l'heure est hébergé chez OVH à côté de Paris. À côté en termes de réseau, hein, évidemment, c'est un peu plus loin. Mais par contre, si je me place aux États-Unis, vous voyez, sur ce groupe-là, et qu'on le sauvegarde, voilà, on a maintenant un groupe à Paris, un groupe aux États-Unis. Et du coup, là, je m'attends à avoir des résultats très différents pendant le test où on pourra comparer, voir la différence de temps de réponse. Donc pour l'exécution, on peut revenir sur cet onglet principal où on voit qu'on a donc 2 profils utilisateurs qui sont identiques en tout point, sauf pour la zone d'injection. Et si on lance le test, alors on va cliquer next, 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 hein, l'assistant de lancement de toute façon permet surtout de renommer des choses, ce qui n'est pas très pertinent pour la démo. On va démarrer les machines. Alors j'ai un peu triché, c'est que j'ai pris des zones cloud où on a déjà des machines qui existent et on va tomber du coup sur des instances mutualisées. Ça va nous faire gagner 2 minutes, littéralement. Le temps de démarrage des machines, c'est 1 à 2 minutes. Donc on aurait pu aussi attendre. De toute façon, vous pouvez créer un compte gratuit et essayer par vous-même, donc je ne suis pas inquiet. Ça me permet d'aller sur le rapport plus vite, puisque c'est quand même ça qui est intéressant. Donc on agrège tout en temps réel. Et ça aussi, c'est un gros avantage par rapport à JMeter qui va vous fournir des fichiers de résultats par machine que vous allez devoir agréger, ce qui n'est pas toujours évident, parce que des traitements de fichiers, ça peut vite devenir compliqué. Ou alors, vous devriez configurer votre propre base de données. Alors que là, vous voyez, dans Octoperf, vous avez déjà le rapport, on est déjà en train de tout stocker pour vous. Et on va pouvoir naviguer dans ce rapport avec l'arbre qu'on a à gauche, qui va nous afficher un certain nombre de visualisations et qui nous permet aussi d'insérer tout un tas de choses qu'on voudrait. Par exemple, on peut insérer du monitoring des injecteurs. Ce qui est un point important, c'est que dans Octoperf, on supervise toujours ce que font nos injecteurs, histoire de pouvoir s'assurer qu'ils fonctionnent bien et qu'on n'a pas de problème sur les injecteurs pendant l'exécution du test. Alors le test est en train de démarrer, donc vous voyez, on a les premières métriques qui arrivent, c'est pour ça que pour l'instant les choses étaient plutôt vides, mais c'est en train de se remplir. Une chose à savoir, c'est que, bon, pour l'instant, on a notre premier graphique avec le compte utilisateur, les transactions par seconde, et les temps de réponse moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça peut être édité et configuré. On n'est pas sur un rapport statique. Donc si je clique sur éditer, en fait, on a ouvert dans un nouvel onglet, vous voyez, ce graphe et on va pouvoir configurer les courbes. Par exemple, les temps de réponse moyens, je vais pouvoir les filtrer. Alors, je pourrais afficher d'autres métriques, hein. Il y en a beaucoup, donc on ne va pas avoir le temps de toutes les lister. Mais toutes les métriques classiques de JMeter. Par contre, je pourrais faire un filtre sur une zone d'injection. Dire, tiens, je vais filtrer ce temps de réponse moyen sur la zone Paris. Et après, on peut cliquer sur Duplicate. Donc, on a évidemment une métrique qui est identique, mais on va la changer un peu pour filtrer sur la zone Californie. Et on va comme ça avoir les deux au sein du même graphique. Si on referme cet écran, qu'on revient, on a maintenant une courbe en plus, mais vous voyez, on a Paris versus Californie. Et évidemment, le Pet Store étant plus près de Paris, le temps de réponse est bien meilleur. Et donc, on va pouvoir comparer leur évolution au fil du temps et voir ce qui peut se passer. Alors, le rapport contient énormément de choses, mais je vais passer rapidement parce je pourrais y passer la journée, mais des éléments Oui, il ne nous reste intéressants. plus beaucoup de temps, donc en effet. Voilà, je termine en une petite minute. On va retrouver une vue ici arborescente qui nous permet de voir le détail, vous voyez, même à l'intérieur de nos différentes étapes, de pouvoir voir, tiens, ici j'ai 33% de taux d'erreur. Et on va, par exemple, pouvoir aller regarder le détail de ces erreurs. On a ici une vue qui nous dit, ah ben voilà les erreurs que j'ai eues ici, voilà le message d'erreur que j'ai obtenu, et on va pouvoir inspecter les requêtes envoyées, les réponses reçues. Donc on a énormément de visualisations, des codes réponses au fil du temps, des temps de réponse les plus élevés, les plus lents. Tout ça, vous pourrez le sauvegarder en PDF pour l'exporter, mais notez aussi qu'Octoperf, c'est un outil collaboratif. Donc, vous voyez, vous pourrez donner accès au travers de la fonctionnalité de Workspace à d'autres personnes, à vos tests, et partager tout ça avec vos collègues. Sur ce, je vais arrêter là, comme ça on aura un peu de temps s'il y a peut-être des questions, je suppose.
Merci, Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Remarques sur les outils, sur les tests performance en particulier? En tout cas, pendant qu'on attend, j'en profite pour, si jamais vous avez des questions plus tard dans Octoperf, vous pouvez créer un compte gratuit, l'essayer et il y a un chat dans l'application qui vous permet de poser vos questions et d'avoir une réponse en 5 minutes. Donc, si jamais vous êtes trop timide, vous pourrez toujours poser vos questions après. Laissez revenir sur les slides. Toujours pas de questions. Le discours de Philippe a été assez clair. Ah, il y a une question qui arrive. Alors, ouais. Vas-y. Je vois. Alors, par contre, il faut que j'arrête de partager l'écran pour voir les questions. Il n'y a pas de questions pour le moment. Je les lis si besoin, il n'y a pas de problème. Super, merci. Pas de questions. Donc, merci à tous. Comme l'a dit Guillaume ou même Philippe, si vous avez des questions, vous pourrez toujours. Donc, une question pour faire des tests de perf, est-ce qu'il faut forcément avoir des machines performantes? Alors, ça dépend. Alors, si c'est pour lancer les tests de performance, il y a des prérequis en fonction de la charge à générer. Donc, c'est très dépendant après de l'application qu'on veut tester. Par exemple, pour des applications internes dans des grandes entreprises, la plupart du temps, la charge est relativement faible. Donc, une ou deux machines vont pouvoir suffire. Mais sur des applications publiques type e-commerce ou autre, on peut avoir des tests. On a besoin là, par contre, de 10, 100, 1000 injecteurs. Ce qui est plutôt un cas d'usage pour une plateforme SaaS comme Octoperf où on va démarrer les machines à la volée et les coûts sont beaucoup mieux contrôlés puisqu'on est évidemment sur de la location de machines et pas du déploiement plus pérenne. Et du coup, oui, pardon. Il y a eu une même question sur est-ce que si le facteur limitant, c'est pas la performance des machines, est-ce que ça peut être le réseau en tant que tel qui devient limitant? C'est une possibilité. On a des sous-ensembles dans les mesures de performance qui sont le temps de connexion, le temps jusqu'au premier octet reçu, qui nous permet de voir où vont les paquets qu'on envoie sur le réseau. Et si par exemple le temps de connexion est très élevé, c'est qu'on envoie des paquets sur le réseau et qu'ils n'arrivent pas tous au serveur. Et là, c'est une indication d'un problème réseau, effectivement. Donc oui, ça arrive. Retour aussi sur la performance. On n'a pas forcément parlé de la performance du front dans le navigateur avec les différents outils. Alors, oui, c'est vrai. Côté Octoperf, on est plutôt sur la mesure de performance des serveurs. Si vous vous souvenez, on capture au niveau du protocole les appels, on les rejoue en masse. En fait, la partie performance du front-end, elle peut être testée unitairement indépendamment de la charge. En fait, si le serveur est lent, il est lent à cause d'une masse d'appels qu'il reçoit, mais si le client est lent, il est sans doute déjà lent unitairement quand on l'utilise. Donc en fait, ça se rapproche déjà un peu plus du test fonctionnel en soi, qui fait déjà un peu ça en simulant généralement des navigateurs. Donc, et Philippe? Oui, disons que c'est vrai que là, on était sur la partie test de charge. Le test de charge, pour reprendre une image, c'est un peu comme se mettre au niveau de la carte réseau du poste de travail et de mesurer tout ce qui se passe vers l'infra, donc sur les différents serveurs, sur le réseau, comme le disait Guillaume ou autre, et on mesure moins le côté client, puisque l'idée, c'est de mesurer la charge serveur. Après, il y a d'autres outils qui sont pas les mêmes, qui ne fonctionnent pas de la même chose, qui permettent de mesurer le temps de réponse et le comportement du client. Et là, on est sur plus de la mesure unitaire, en effet, sur le poste client, bien que chez les clients, on a plusieurs types de postes clients, mais on peut mesurer la perception d'utilisateur uniquement locale. C'est un peu différent. C'est des outils qui sont différents, c'est une façon de faire différente. Donc là, en effet, sur ce webinaire, on n'était pas sur cette partie. Mais ça peut se faire aussi. Autre question, quelles sont les bonnes pratiques pour écrire ces scripts de tests de performance? Alors, les bonnes pratiques, c'est ce que je disais au départ, c'est déjà de travailler avec les gens du métier qui sont les sachants de l'application. Ce
qu'il faut, c'est nous, on guide le client pour qu'il nous donne ces scénarios les plus utilisés, ce que vont faire les utilisateurs. Mais d'un autre côté, il faut aussi le guider parce qu'il faut avoir, à mon sens, un nombre de scénarios assez restreint. J'aime bien dire entre 5 et 7 scénarios, donc script, on va pouvoir normalement faire un test de montée en charge pertinent sur l'application. Et il faut recueillir et se focaliser sur les scénarios qui sont les plus utilisés en termes de charge, parce que c'est l'idée, c'est de modéliser en fait une charge à travers ces scénarios-là. Et quand on arrive à modéliser à peu près 80% de l'application à travers ces 5 à 7 scénarios, les 20% qui restent, on les distribue quand même sur les scénarios pour simuler nos 100 utilisateurs, enfin en tout cas les 100%. Mais c'est un travail qui est vraiment important et qu'on fait avec le métier, avoir les bons scénarios et dans un nombre qui soit cohérent, parce qu'on arrive toujours à bien modéliser avec ce nombre de scénarios-là. Dans des questions un peu plus liées à Octoperf par rapport au protocole HTTP2, est-ce que c'est supporté? Alors, on peut, mais en réalité, dans la plupart des cas, c'est pas extrêmement pertinent parce que HTTP2, il va être unitairement, il va faire des différences parce qu'il va générer beaucoup plus d'appels sur des temps plus courts. Mais en réalité, quand vous montez en charge et que vous simulez beaucoup d'utilisateurs en parallèle, la différence qui va être générée est pas flagrante. Donc la plupart des gens testent quand même en HTTP1, mais en augmentant le nombre d'utilisateurs concurrents. Et surtout, HTTP2, il va être intéressant sur par exemple, des pages d'accueil où on a beaucoup de ressources. C'est là où il va faire une différence. Mais sur des actions métiers, dans des applications où on va, par exemple, créer des enregistrements, faire des choses, il va faire très peu de différence, puisqu'en fait, les appels sont tous séquentiels de toute façon. Donc après, c'est plus dans la définition du besoin où on va dire, ah, tiens, là, je voudrais tester la partie HTTP2, et donc on va faire un effort supplémentaire d'utiliser un plugin Gmeter qui permet de le faire. Mais dans la plupart des cas, c'est pas forcément nécessaire, puisque c'est les actions métiers qui vont avoir un coût sur les serveurs. Et donc, personne qui avait déjà posé quelques questions, qui voit pas mal de similitudes avec les tests automatisés. Quel rapprochement vous faites, Philippe et Guillaume, sur le sujet? Oui, techniquement, moi je pense que c'est un peu pareil, hein, sauf que les tests de non-régression automatisés, c'est plutôt des tests unitaires, mais c'est un peu la même technologie. On a un studio, on fait une capture. Souvent, on a un peu de variabilisation, donc on est sur des couches assez basses. Pas tout le temps, hein, parce qu'en fonction des studios, mais voilà, ça se ressemble. On a aussi les studios open source, les studios payants. Moi, j'aime bien dire que quand on cherche des consultants pour faire des tests de charge, et ça va répondre indirectement à la question, ce qui est bien, c'est d'avoir des gens qui ont des bonnes bases de développement. Et s'ils ont fait de l'automatisation de script, c'est en plus, puisqu'ils sont habitués à la phase de scripting. Et la phase de scripting est une phase importante, vous l'avez compris, dans la partie performance. Et ensuite, on apprend, on prend de l'expérience sur les composants, sur les serveurs, sur la base de données, sur les serveurs web, sur tout ce qui est Java, etc. Mais il y a un parallèle. Hein. Fonctionnel, c'est d'un côté, performance, c'est de l'autre, et automatisé, pour moi, c'est un peu entre deux. Parce qu'il y a du métier, il y a de l'acte métier et il y a de la partie technique. Ok. Bon, parfait. Il n'y a plus de questions, ça tombe bien. C'est pile l'heure. Encore merci pour votre participation, pour votre intervention. Prochain webinaire aura lieu en septembre. La date n'est pas encore choisie. Et ça sera la présentation qui était prévue en tant que backup à la JFTL et qui n'a pas eu lieu sur le testeur full stack, rêve ou réalité. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances. Et bon week-end, merci à tout le monde. Merci, bon week-end. Au revoir.